Madame, Monsieur, bonjour. Tintin fête cette année ses 90 ans d'existence. Coïncidence ou pas, le tournésien Didier Plateau crée en collaboration avec le magazine Géo et les éditions Moulinsart un nouveau périodique, un MOOC comme on dit, entre magazines, revues et livres. Tintin, c'est l'aventure. Bonjour Didier Plateau. Le premier numéro sortira le 19 juin, mais vous avez déjà entre vos mains l'unique exemplaire dont on a la primeur aujourd'hui. C'est un moment émouvant pour vous, cette idée, cette envie qui se matérialise sur papier? Toujours, parce que c'est une initiative importante. C'est le premier exemplaire, il y en a 120 000 qui vont suivre, donc c'est une grosse opération éditoriale. Et donc c'est émouvant, d'autant plus que ça représente de travail de toute une équipe en Belgique et en France. Et que quand ça sort, c'est un moment, on est comme ça en équilibre, on ne travaille plus, tout est fait. Et on a un petit peu l'enthousiasme d'une part et un peu l'angoisse de l'autre part en disant est-ce que ça va séduire, est-ce qu'il y a une fluidité dans le développement éditorial, rédactionnel. Et donc on se pose des petites interrogations comme ça, malgré l'enthousiasme qui semble réel pour ce magazine. Entre l'envie du début, l'idée précoce là, et puis cet exemplaire, combien de temps se sont écoulés? Eh bien c'était assez rapide parce que l'idée c'était il y a un an. Ah oui. En fait, voilà une idée toute simple. Moi, j'ai fait beaucoup de hors-série dans la presse avec Tintin et j'étais un peu à court d'idées. Et je regarde les albums des aventures de Tintin, en me disant mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et puis tout d'un coup, je dis mais aventure, les aventures de Tintin. Et donc, on a défini un concept de traiter l'aventure, mais aujourd'hui. C'est pas une revue sur Tintin dans le XXe siècle, c'est une revue avec Tintin sur le XXIe siècle. Et donc, c'est une approche un peu différente, et tout à fait nouvelle, et plus dynamique et plus contemporaine. Alors justement, c'est une approche que Nicolas Lorosa et Baptiste Lemont ont eu le privilège de suivre en mars dernier lors d'une des dernières réunions de rédaction. On voit ça ensemble. L'élément graphique de l'œuvre qui est dans la prolongation du titre, de le mettre un peu plus grand, moi je le trouve petit. Tu le trouves un peu petit? Oui. Ok. Et sinon, l'emplacement du déclin BD, est-ce que à cet endroit-là, ça vous paraît pertinent? Alors aujourd'hui, c'est la dernière réunion de rédaction pour boucler le numéro 1 sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Et donc, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc, on met au point, on fait les réglages rubrique par rubrique. Et il y a ici sur la table 90%, 90% de la matière. Nous sommes dans les locaux de la société Moulinsart à Bruxelles, qui gère l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé. Toute une équipe s'affaire autour de la maquette du futur magazine, tournant autour du célèbre reporter Tintin, c'est l'aventure. Une aventure initiée par le tournésien Didier Plateau en étroite collaboration avec le magazine Géo. Oui, tout à fait. Alors, c'est une photo Est-ce de qu'il ne Véronique faut pas Dubuisson. mettre ici le carnet de route plutôt que le face-à-face? Tout à fait. On peut, ouais. Le carnet de route, c'est très symbolique. Comme je suis consultant éditeur chez Moulinsart, je me suis trouvé un jour, et on fait beaucoup de choses, un peu à court d'idées. Et j'étais perplexe en regardant un album de Tintin, en disant qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce personnage fabuleux. Et j'ai vu le surtitre « Les aventures de Tintin ». Je dis mais on n'a jamais traité l'aventure, et l'aventure contemporaine avec Tintin. Et donc avec ce déclic, je suis parti voir Géo, l'équipe avec qui on travaille à Moulinsart depuis à peu près 20 ans. Et donc j'ai exposé ce concept. Voilà. Et Géo tout de suite a réagi extrêmement positivement, en disant mais oui, c'est un concept clair et qui répond à une demande actuelle au niveau d'intérêt. Par contre, on garde toujours cette partie verte, Ouais. voilà, avec une texture un peu grainée. C'est une forme originale, c'est ce qu'on appelle chez les professionnels un MOOC, c'est-à-dire c'est un magazine book, donc il est conçu et diffusé en même temps pour le réseau, presque pour le réseau livre. Et donc c'est ce qu'on appelle un produit hybride, donc qui est en même temps magazine et en même temps livre. Donc qui est à garder comme un livre, mais qui est à lire sous une forme magazine. Mais en fait, le principe de cette revue, c'était donc le Tintin, c'est l'aventure, c'était de s'inscrire dans l'esprit d'Hergé, parce que comme chacun le sait, Hergé ne souhaitait pas qu'il y ait de nouvelles aventures de Tintin, donc ça c'est un tabou absolu. Il n'y aura jamais de nouvel album de Tintin, avait dit le créateur du personnage. Donc dès lors, si on veut
parler de Tintin aujourd'hui, on est souvent contraint de parler de Tintin au passé. Mais du coup, le personnage n'a plus droit à la modernité. C'est un personnage qui évidemment est devenu le plus célèbre de l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Et donc, que faire pour que les gens perçoivent qu'il est toujours moderne aujourd'hui? Et donc, on est arrivé finalement à cette idée forte qui était de dire ce qui est toujours aussi moderne aujourd'hui qu'en 1929, date de naissance de Tintin, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Et en fait, chez Hergé, il y avait une forme d'esprit de l'aventure qui reste moderne et universelle aujourd'hui. Ce n'est pas un magazine de bande dessinée, c'est un magazine d'aventure et de découverte. C'est-à-dire pour ça qu'il y a bien l'ADN Géo, et il y a la signature de Géo, puisque on n'est pas du tout là pour recréer le magazine Tintin. On est dans une création pure où on est là pour évoquer l'actualité, le monde d'aujourd'hui, et Tintin sert de prétexte et sert de compagnon de route dans cette aventure. En mettant... Il faut qu'on répartisse le chemin de fer autrement. Il faut voir où est-ce qu'il y a de la place. Dans ce MOOC, qui paraîtra tous les 3 mois, des articles d'actualité, d'histoire et d'aventure. Le premier numéro traitera de la conquête spatiale moderne, mis en parallèle avec les albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Et puis la BD. La BD, Est-ce que tu penses qu'on aura ça à temps? Tu as confiance? Moi, il m'a dit qu'il travaillait 16 heures par jour quand il le fallait. Ah oui. Et les BD-philes y trouveront plus que leur compte. À chaque fois, la revue intégrera une BD originale, signée par un grand auteur contemporain. Premier invité, le cultissime Isler, à qui l'on doit entre autres la série Sambre. C'est vraiment exceptionnel et comme occasion, et tout était là pour pouvoir le faire. Il y avait aussi l'assurance d'avoir un véritable éditeur, la personne de Didier, qui donnait confiance. Voilà. Donc il y a ces petits ingrédients qui font que c'est pas rationnel, c'est vraiment ce pourquoi on fait ce métier. Isler, dont le père était un proche d'Hergé, a donc accepté ce challenge pas facile de créer une suite à On a marché sur la Lune, mais sans aucun personnage d'Hergé. Vous connaissez le bouquin de Georges Perec, La disparition, et c'est un bouquin qui est écrit sans la lettre E, et le roman c'est ça. Et ici on m'a dit, tu comprends, c'est parallèle à Tintin, mais tu ne peux montrer ni Tintin, ni Haddock, ni aucun élément de la bande dessinée. Tu dois faire quelque chose de parallèle. Mais il y a des questions qui sont dans... On a marché sur la Lune et qui, moi, à l'époque, m'avaient énormément touché. C'est une toute petite anecdote. C'est les Dupont qui se perdent. Et il y a cette idée de double trace et où on laisse entendre que peut-être il y aurait une autre présence sur la Lune. Et bien ça, c'est un départ de scénario. Et on dit, quand on dessine, on est quand même un peu fou. On rentre dans un univers comme ça. Et si c'était elle qui avait marché sur la Lune? Quand on vous dit que Tintin peut encore vous surprendre par sa modernité, grâce à l'aide et à l'hommage de ses disciples. Alors Didier Plateau, est-ce qu'à cette occasion, vous avez aussi retrouvé le bonheur de travailler en équipe? Ah oui. Essentiel, c'est ça le plaisir de la presse d'ailleurs, d'un projet ambitieux comme ça. Donc l'équipe de Moulinsart et l'équipe de Géo, c'était magnifique. Donc il a fallu apprendre aussi, donc à travailler ensemble. Et donc Géo a beaucoup investi dans ce projet. Donc on avait la chance d'avoir un groupe énorme. C'est le groupe Prisma Presse. Quand j'allais à la Réunion à Paris, avec mon petit cartable, Prisma Presse, c'est 1000 personnes. Donc c'est le premier groupe de presse français qui travaille avec nous. Et donc, il y a beaucoup de compétences et on a pu les articuler de manière optimale. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que vous étiez aussi à l'origine du magazine À suivre, qui a été édité par Casterman entre 1978 et 1997, et que les passionnés, évidemment, n'ont pas oublié. À suivre se consacrer à la bande dessinée pour adultes, avec Pratt et Tardy en tête. Est-ce qu'on peut tirer un parallèle, finalement, entre ces deux aventures? Est-ce que, quelque part, c'était être déjà à la pointe? Ce n'est pas les mêmes concepts de magazines, mais ce sont des magazines. C'est ça le côté excitant. Je veux dire qu'il n'y a plus de magazines de bande dessinée, en fait. Et donc ici,
il y aura à chaque fois une bande dessinée, une par numéro, qui va se déployer sous la forme d'une fresque. Hein, je vais la détacher, mais voilà, qui donne une très très grande fresque. Et donc c'est tout à fait innovant. Et donc ça reste dans le domaine de la bande dessinée innovant. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que tous les moyens d'expression vont être pris. Les carnets de voyage, la littérature numéro 2, il y aura Benacquista, la littérature qui va arriver. Donc tous les moyens d'expression vont être employés au service de l'aventure. Pour à suivre, c'était la bande dessinée comme littérature. Mais avec des chapitres de longue haleine. C'est vrai qu'on a qualifié à suivre et Casterman de Gallimard de la bande dessinée Gallimard, à l'époque. la bande dessinée qui maintenant appartient à Gallimard. Oui. Alors, peut-être aussi, c'est vrai que la BD revient en force, vous me le disiez, elle est en train de surpasser le livre en termes de vente. Qu'est-ce qui fait la force de la BD? On la retrouve, vous me disiez, dans des biographies de philosophes, mais l'information s'empare aussi, il y a des revues dessinées. On peut à la fois exprimer l'onirique et l'indicible avec la bande dessinée. Voilà, tout parce que c'est une forme d'écriture. Avant, jamais un auteur de bande dessinée n'aurait imaginé faire une autobiographie, par exemple. Et quand on voit Riyad Sattouf, qui est le plus grand succès actuellement, et qui raconte son histoire d'enfance en Syrie, qui vend 300 000 exemplaires pour une autobiographie, avant c'était réservé à la littérature. Et donc la bande dessinée s'est emparée de tous les sujets. Le reportage, les biographies, la philosophie, et donc ça lui donne de l'appétit, mais aussi bien la pure fiction, le manga aussi est venu enrichir tout l'espace, les comics américains avec les super-héros, donc la gamme est totale. Alors, Tintin, à 90 ans, c'était l'occasion de l'inscrire dans, comme vous le disiez, le 21e siècle, tout en étant fidèle au vœu d'Hergé de ne pas voir survivre son personnage dans de nouvelles aventures. Tout à fait. Donc ça, c'est clair, à la part d'Hergé. Et puis on dit toujours, est-ce que Picasso aurait fait on a fait du Picasso après Louis ou du Simenon après Simenon? On dit, non, voilà, Hergé, c'est une œuvre tellement autobiographique. C'est la texture de l'œuvre qu'il est impensable que quelqu'un d'autre le fasse, sauf à rendre un hommage. Donc ici, on ne va pas trouver de nouvelles aventures de Tintin, on va trouver de nouvelles aventures en bande dessinée, on va trouver des reportages et des développements avec Tintin comme détonateur ou ouvreur de portes. Et donc voilà, et puis c'est vrai que c'est un phénomène incroyable. 90 ans, Tintin est en Chine, est implanté, mais à des quantités de vente impressionnantes. Et aux États-Unis, on sait que Spielberg a fait un film, il pense à un second. Et donc, même pour moi qui ai connu Hergé, qui ai pratiqué toute cette édition des albums de Tintin depuis de longue date, je reste toujours, je ne vais pas dire surpris, mais émerveillé qu'un univers comme ça continue à être étincelant. Ouais. Alors justement, si Tintin est un succès international avec plus de 250 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, il le doit aussi à son imprimeur et éditeur historique Casterman. Cette maison tournaisienne a réussi à pousser Hergé vers les bons choix stratégiques. Explication de Nicolas Lorosa sur des images de Romain Basso-Bassé. Comme toutes les belles aventures artistiques, tout part d'une rencontre. Celle, au début des années 30, entre le jeune dessinateur Georges Rémy, dit Hergé, avec Charles Laine, directeur d'édition chez Casterman Tournai. Charles Laine, qui était un ami d'Hergé, apprend que celui-ci a perdu, entre guillemets, son éditeur, à savoir le journal du Petit 20e, dirigé par l'abbé Wallet, et il fait la proposition à son ami, Charles Laine fait la proposition à son ami Hergé d'être édité chez Casterman, ce qui se fait, et donc le premier album qui porte la marque Casterman, c'est une réimpression du Tintin en Amérique qui avait été publié par le Petit 20e, et la nouveauté suivante, Les Cigares du Pharaon, sera totalement éditée et imprimée par Casterman, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et dès le départ, le succès est au rendez-vous. Mais celui-ci va prendre une ampleur inédite lorsque les frères Gérard, qui dirigent l'imprimerie, et Louis Casterman, qui dirige l'édition, parviennent à convaincre Hergé de franchir deux caps, la couleur et le format. Le passage à la couleur, qui date de 1942, a été très fortement poussé, amené par Casterman auprès d'un Hergé qui estimait que son noir et blanc était suffisamment
efficace. Mais le public préférait certainement des albums en couleur. Qui aura aussi l'avantage, puisqu'on est pendant la guerre, qui aura aussi l'avantage de consommer moins de papier. Les albums imprimés donc en noir et blanc en typographie, il y avait par page 2 cases sur 3 lignes. 2 cases sur 3 lignes, ça fait 6 cases par page. Par un remontage qui a d'ailleurs pris beaucoup de temps à Hergé, par un remontage, on est passé de 3 cases sur 4 lignes, donc 3 x 4, à 12 pages. Ce nouveau format couleur, avec 12 cases par page au lieu de 6, va devenir le standard de la BD franco-belge et sera repris après-guerre par d'autres éditeurs BD comme Dupuis ou Dargaud. Florian Moine est chercheur à la Sorbonne à Paris et rédige actuellement une thèse sur Casterman. Pour lui aussi, la rencontre entre Hergé et l'éditeur imprimeur tournésien a été une réelle opportunité win-win. L'avantage de Casterman pour Hergé, c'est qu'ils avaient une plateforme en France. C'est-à-dire que Casterman tournait Paris. Ils ont une librairie à côté de Saint-Sulpice. Donc c'est un avantage pour Hergé. Il n'y a pas 50 éditeurs belges qui ont une plateforme à Paris. Il y a Casterman, il y a des clés de Brouwer. Donc Dupuis, il n'en avait pas. Le Lombard, il passait contrat avec Dargaud. Donc oui, ça aurait été une autre histoire, effectivement. Et la stabilité de Casterman, éditeur depuis la fin du XVIIIe siècle, a joué également dans ce choix-là. Grâce à un impératif commercial, le passage à la couleur et à la planche de 12 cases, et grâce à une antenne à Paris, la grande maison tournésienne a elle aussi participé au succès du Petit Reporter. Alors la maison n'est hélas plus à tourner, mais l'empreinte Casterman est indéniable. C'est vraiment une maison d'édition qui a ouvert la voie en termes de bande dessinée. Tout à fait. D'abord avec Tintin, et puis avec À Suivre. Et donc c'est une maison qui a pris une grande ampleur et qui avait un patrimoine considérable au niveau éditorial. On le voit bien dans la durée, puisqu'il était vendu, revendu et revendu. Donc c'est une valeur forte. Il y avait aussi une relation extrêmement forte justement entre l'éditeur-imprimeur et les auteurs qui ont permis par exemple de faire comprendre à Hergé qu'il fallait passer à 12 cases et à la couleur. Oui, je crois que c'était la force entre autres de Charles Laine, donc c'est de parvenir à convaincre Hergé. Hergé avait une grande confiance en lui. Et donc toute l'édition tient à ça en fait. C'est le rapport entre l'éditeur responsable et les auteurs. Toujours aujourd'hui, ça s'avère encore aujourd'hui. Oui, ça s'avérait pour d'autres auteurs. Même plus que jamais, puisqu'il y a de plus en plus de livres qui sont publiés. Ouais. Et donc le rôle de l'éditeur, c'est ça, c'est savoir trier, savoir travailler avec l'auteur pour reformuler, comme c'était le cas, reformuler toute son œuvre dans une pagination complètement différente, avec de la couleur. Hergé n'avait pas encore vraiment colorié. Et donc, l'éditeur est essentiel, oui. Est-ce que, par exemple, Hugo Pratt, il me semble que lui voulait passer à la couleur et puis c'est l'éditeur qui l'a convaincu du contraire? Exactement. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est une belle histoire, ça. Donc, de fait, on l'a publié en 73. Et donc, Échec, c'était d'abord en noir et blanc, mais on a fait des albums comme Tintin. Et puis, Échec rude, on l'a fait en couleur, en disant c'est la couleur. Échec rude encore. Et puis, je me suis rendu compte qu'on ne s'adressait pas au bon public, que c'est un public adulte et un public littéraire. Donc, on l'a publié en noir et blanc, La balade de la mer Salée, très gros volume, 150 pages. Et on a écrit en grand sur la couverture, roman, et en tout petit en bande dessinée. Et ça a démarré. Et donc voilà, l'éditeur sert à ça. Ouais. Alors on a vu Isler a prêté son talent à ce premier numéro. D'autres grands crayons viendront le rejoindre ? Oui, bon, je peux dire c'est Olivier Granson qui sera numéro 2, et puis le 3 est en discussion, et le 4, on lit le scénario, ce sera une femme, de dessinatrice au 4, donc je ne donne pas encore des noms, parce que tant que c'est pas bouclé, ça peut changer, mais il y aura chaque fois un dépliant, fresque, BD. Et donc il y a à la fois une envie de participer, peut-être aussi une petite crainte finalement de se mettre dans les pas de Tintin pour ces auteurs? Non, en général c'est de l'enthousiasme, on n'a pas de problème pour convaincre. Les questions se posent au niveau des délais. C'est un travail de moi, de miniaturiste. La bande dessinée, faire une page, c'est parfois une semaine à 15 jours, pour les rapides.
Donc leur demander 10 pages en 2 mois, par exemple, c'est un gros travail. Mais c'est habituel dans la presse. Maintenant, les auteurs ont pris le rythme des albums et il n'y a plus cette rapidité. Donc il y a ça et il y a la discussion du scénario. Et votre nom, votre carnet d'adresses contribue aussi Oui. à les convaincre de... Il y a le carnet d'adresse, il y a le carnet d'adresse voilà, de Tintin. Et puis, c'est comme pour d'autres choses. Il y a un réseau, on établit un réseau relationnel qui fait que l'un en parle à l'autre, qui un jour téléphone et dit pourquoi pas moi. Le plus difficile, c'est de refuser en fait. Alors le plus beau retour, ça pourrait être que ça devienne aussi un objet de collection, au même titre que tout ce qui entoure ce personnage légendaire. Tout à fait. Donc ce sera, je crois, de fait, surtout de tous les numéros 1 sont en général des objets de collection. 120 000 exemplaires, donc c'est pas un tirage limité. Donc on cherche vraiment la grande diffusion et on se stabilisera. On verra, numéro 3 ou 4, à quel niveau on va se stabiliser. Peut-être simplement signaler le prix de ce MOOC. Voilà. 16 €. Et il y a 145 pages, des dépliants, des cartes postales et des rubriques éditoriales fantastiques. Alors c'est un des points forts des 90 ans de Tintin. 90 ans et toujours pas une ride, ce sacré personnage. Ben voilà, c'est incroyable. Il est toujours un peu juvénile comme ça. Mais c'est une abstraction, Tintin. Donc c'est même plus un personnage romanesque, c'est un mythe. C'est devenu un mythe. Il est passé dans le temps, dans l'univers, dans l'espace. Haddock est un personnage romanesque. La Castafiore, eux sont des personnages romanesques. Mais Tintin, c'est comme ça un personnage quand même creux dans lequel tout le monde peut se mouler un petit peu. Et donc c'est en ça qu'il a une sorte de, je ne vais pas dire d'éternité, ce serait un grand mot, mais de pérennité non vieillissante. Eh bien voilà, une pérennité à découvrir à partir du 19 juin dans toutes les bonnes librairies, comme on dit habituellement. Didier Plateau, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve prochainement sur notre antenne. Au revoir.